Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 31 août 2020. Il est 19 heures et nous sommes encore une fois à cause du COVID en vidéoconférence. Donc, merci à tous les citoyens qui sont avec nous ce soir et tous ceux qui ont nous envoyé leurs questions. Donc, je déclare la séance ouverte en point 10.01. Et avant d'adopter l'ordre du jour, je me présente. Je me nomme Pierre Lessard-Blais. Je suis le maire de l'arrondissement. Et tous les membres du conseil participent ce soir à cette séance par vidéoconférence. Tout ça dans l'optique de respecter les consignes de distanciation sociale telles que nous le demande l'arrêté ministériel du 26 avril 2020. Donc, j'invite les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre traditionnel, je veux dire. Alors, donc, l'ordre traditionnel, Karine Boisvert-Roy, conseillère du district de Louis-Riel. Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère dans Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir, Dina Tocheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Éric Allen Caldwell, conseiller municipal de Schlaga. Et bonsoir, Suzy Miron, conseillère du district de Tétroville. Merci beaucoup. Et nous avons aussi les différents directeurs et personnels de l'arrondissement qui sont avec nous par téléconférence ou visioconférence. Je les nomme rapidement. Monsieur Serge Villandré, directeur de l'arrondissement. Monsieur Pierre-Paul Savignac, directeur de la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises. Caroline Saint-Laurent, nouvellement directrice de la direction des travaux publics. Patricia Plante, directrice de la culture, sport et loisirs. Madame Constance Lauzon, chef de la division des communications. Et du bureau des élus, nous avons aussi Madame Marie de Pelto-Paquette, Monsieur Laurent Richer-Beaulieu, Madame Catherine Barbeau, Monsieur Mathieu Labelle et Madame Geneviève Guérin, que vous connaissez peut-être dans vos interactions avec notre bureau. Donc, on peut maintenant débuter avec les points inscrits à l'ordre du jour, soit 10.02. Nous adoptons l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement que je propose appuyé par Madame Suzy Miron, mairesse adjointe de l'arrondissement, mais aussi nouvellement nommée présidente du conseil municipal. Je l'en félicite très chaleureusement. On est tous très fiers d'avoir une représentante de MHM à la tête du conseil municipal. Alors, bravo, Madame Miron. Donc, on peut passer au point 10.3, soit la déclaration des élus dans l'ordre traditionnel. Donc, Madame Boisvert-Roy, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je vais renchérir sur vos félicitations à l'égard de notre collègue, Madame Miron. Alors, bravo à vous. J'espère que vos nouvelles occupations ne vous empêcheront pas quand même de siéger au CCU d'arrondissement, parce qu'on a quand même beaucoup de plaisir dans les travaux ensemble. Et, mon Dieu, pour lancer le bal des déclarations ce soir, évidemment, Monsieur le maire, c'est avec grand enthousiasme que nous allons adopter le dossier 2005 où on octroie un contrat à la firme EBI Envirotech pour une durée de 3 ans. Alors, c'est pour le nettoyage des puisards de l'arrondissement. En moyenne, 4000 puisards répartis dans les différents secteurs de l'arrondissement sur les 3 ans. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, on ne se cachera pas qu'il y a eu le dossier qui est toujours en cours là, dans Louis-Riel, des préoccupations des citoyens qui vivent soit des inondations ou des refoulements d'égouts. Alors, évidemment, on sait que la division de la voirie fait tout le nécessaire pour maintenir le réseau d'égouts en bon fonctionnement. Et pour ce faire, il y a des interventions de nettoyage qui doivent être faites dans l'ensemble des conduites de l'arrondissement. Alors, on veut s'assurer d'un bon écoulement des eaux de ruissellement dans les infrastructures qui sont prévues à cet effet-là. Mais évidemment, il peut arriver à l'occasion que les puisards soient obstrués pour toutes sortes de raisons et qu'ils ne sont pas en mesure d'acheminer l'eau, soit que l'eau qui va être collectée vers le réseau d'égouts et ultimement à une station, à une usine de traitement. Alors évidemment, pour pallier à un tel problème,
On requiert dans ce cas-ci les services d'une entreprise privée qui va réaliser le vidange et le récupérage des puisards. Alors donc, c'est une très bonne nouvelle et de manière générale pour l'arrondissement aussi, puisque ça va permettre l'efficacité de nos installations pluviales tout en réduisant les accumulations d'eau en surface sur notre territoire. Et en même temps, on sait aussi qu'ultimement, les saletés qui sont recueillies sont récupérées et envoyées dans un centre de disposition qui est homologué par le ministère. Donc, tout ça se fait dans les bonnes règles de l'art. Alors, merci à nous tous de continuer à lutter pour cette problématique dans l'arrondissement et ailleurs. Également, en lien à ça, il y a aussi le dossier 3002 qui nous permet d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Alors, je profite par l'occasion d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue aussi à Mme Caroline Saint-Laurent, puisqu'elle est la signataire dans ce dossier autorisé. Et ce programme va permettre d'appuyer et de soutenir une municipalité comme la nôtre là, dans nos initiatives de gestion durable des eaux pluviales. Donc, on sait que le programme est une enveloppe budgétaire qui totalise 10 millions de dollars et que lorsqu'on dépose un projet, on peut bénéficier jusqu'à un maximum de 500 000 par projet et qu'on a 2 ans ensuite pour le réaliser, alors soit d'ici la fin de l'année 2022. Alors, il y a plusieurs avantages, outre la qualité de l'eau, bien sûr, qui peut être améliorée. En même temps, on peut aussi réduire les îlots de chaleur et aussi voir la diminution des coûts de gestion de nos infrastructures. Alors, il y a plusieurs avantages à participer à ce programme. Et évidemment, ce sera Mme Saint-Laurent qui pourra coordonner le tout. Alors, merci à vous de votre collaboration dans ce dossier. Et enfin, Monsieur le maire, une dernière petite allocution sur le dossier 4001 dans les dossiers ce soir du Conseil où on vient modifier le règlement sur les démolitions de l'arrondissement. Alors, essentiellement, si on le résume, et je me permets de dire que j'ai eu la collaboration de M. Laurent Richer-Beaulieu pour vulgariser le tout en toute simplicité pour les citoyens. Alors, merci à monsieur Laurent Richer-Beaulieu, puisque finalement, ce que le règlement vient nous permettre de faire, c'est 3 choses. La première des choses, nous allons avoir un outil de travail pour nos inspecteurs. Alors, on se souviendra que par le passé, les inspecteurs évaluaient un bâtiment dans son ensemble, mais cette fois-ci, on vient davantage préciser pour qu'ils puissent avoir un portrait plus clair et avoir des calculs qui sont plus précis puisqu'on va pouvoir regarder les éléments structuraux de manière individuelle. Ils seront évalués de manière individuelle. Ultimement, un bâtiment recevra une note finale et on pourra décider s'il y a lieu de pouvoir procéder ou non à la démolition. Alors, il s'agit d'uniformiser finalement les méthodes de travail de nos inspecteurs avec ceux des autres arrondissements et ceux aussi qui travaillent dans le privé. Alors, pour nos méthodes de travail, donc c'est un outil qui sera fort utile à nos inspecteurs. Également, en deuxième lieu, on vient apporter des nuances dans la définition du mot démolition comme tel, donc à la base même du règlement. Des nuances sont apportées entre les démolitions qui sont faites par l'être humain versus celles qui sont faites par le feu et autres éléments naturels. Donc, c'est important d'y voir. Par exemple, si 50% des éléments structuraux d'un bâtiment sont détruits, on pourra à ce moment-là procéder à la démolition. Évidemment, je ne vous donne qu'un exemple. Il faut lire, pour ceux qui sont intéressés, le règlement pour avoir davantage de subtilité, mais on vient d'ailleurs préciser à ce niveau-là. Et enfin, le troisième point qui peut-être intéressera davantage les citoyens, c'est au niveau des amendes qui sont octroyées lorsque on ne suit pas nécessairement la réglementation. Donc, c'est quand même des amendes salées. On parle de montants qui étaient avant de 5 à 50 000 qui seront maintenant de 10 000 à 250 000 par exemple. Donc, ça nous permet de procéder à pouvoir protéger, si vous voulez, le patrimoine dit plus modeste. Alors, une expression consacrée en architecture, qu'on me dit. Alors, on va y procéder. Et en même temps, ça nous permet aussi d'éviter des démolitions malheureuses et abusives. On en voit partout sur le territoire, pas seulement à Montréal, mais également, il y a eu au cours de la dernière année quelques cas sur la Rive-Sud. Alors, on vient prévenir en amont pour protéger notre patrimoine. Alors, encore une fois, c'est une autre bonne nouvelle et je remercie M. Pierre-Paul Savignac et son équipe d'avoir travaillé sur ce dossier. Merci, M. le maire, et bonne soirée à nous tous.
Merci beaucoup, Madame Boivin-Roy. Je passe maintenant la parole à la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Merci, Monsieur le maire. Je vais être très brève. Je voulais simplement faire un petit retour sur les camps de jour. On se rappellera qu'au printemps dernier, on était au tout début de cette pandémie. On se demandait si on allait être capable d'offrir des services aux citoyens cet été. La situation évoluait à tous les jours. Et ce n'est pas tous les arrondissements qui ont réussi, mais je tenais à souligner aujourd'hui le travail de toute notre équipe là, de la direction sport, loisirs, développement social, culture, sport, loisirs, développement social et de tous les partenaires de l'arrondissement parce qu'on a réussi dans l'arrondissement à maintenir les camps de jour, à offrir un service à plus de 4500 jeunes qui ont pu profiter, qui ont pu se faire des amis, qui ont pu apprendre plein de choses au courant de l'été et bien évidemment offrir un répit à leurs parents parce que beaucoup étaient soit dans une situation précarisée par la crise, donc beaucoup de stress, etc., ou en télétravail à la maison, donc pas toujours évident d'avoir des enfants à la maison en télétravail à temps plein. Donc, ça a permis un répit aussi pour ces familles-là. C'est donc un travail vraiment important là, qui a été fait de la part de nos équipes et nos partenaires avec évidemment l'appui de 200 animateurs et animatrices qui se sont occupés de ces jeunes cet été. Donc, je voulais les remercier sincèrement. Ça a vraiment offert une vitalité dans notre arrondissement cet été. Donc, on en est très, très fiers d'avoir réussi à maintenir cette activité. Et pour clore la saison des camps de jour, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, les jeunes ont été très chanceux parce que nous avons comme voisins le Biodôme qui ouvrait ses portes aujourd'hui, en fait, au public. C'est la journée officielle d'ouverture. Et on a donc, Espace pour la vie a décidé de distribuer 2400 billets aux jeunes de l'arrondissement pour qu'ils puissent profiter de cette infrastructure-là en primeur. Donc, la semaine dernière, le 23, je crois, il y a plus de c'est pas tout à fait 2400 jeunes qui ont eu la possibilité d'y aller, mais qui avaient reçu des billets. Donc, beaucoup, beaucoup de jeunes. On y était, les élus. On a croisé les familles qui étaient très, très, très contentes de pouvoir voir ça en primeur. Donc, on a clôturé la saison des camps de jour pour remercier tout le monde qui avait travaillé si fort et offrir un petit bonus à nos jeunes. On a fini ça au Biodôme. C'était une très belle journée. Et encore une fois, ben, merci à toute notre équipe qui a réussi ce tour de force de maintenir les camps de jour dans l'arrondissement cet été. Merci beaucoup, Madame Lavigne-Lalonde. De mon côté, j'aborde un sujet peut-être un peu moins joyeux que celui de Madame Lavigne-Lalonde, soit celui de l'itinérance et de l'habitation. On le sait, dans l'arrondissement, plusieurs personnes parlent présentement du fameux campement Notre-Dame, où est-ce qu'on retrouve une cinquantaine de tentes avec une trentaine de campeurs qui ont élu résidence là, sur le terrain du MTQ au sud du square des Airies. Et je suis très conscient que c'est une préoccupation importante pour les gens de notre quartier. Donc, je souhaite revenir rapidement sur cet enjeu très sensible. Premièrement, la mairesse Plante a été claire ces derniers jours. Nous ne forcerons pas manu militari les campeurs à quitter le site. On souhaite que les gens quittent le site, mais pas du tout dans la violence. On ne souhaite pas un affrontement. Et bien sûr, dans cet enjeu d'itinérance, combiné avec une crise économique majeure, c'est important qu'on traite tout le monde dans le respect et la dignité. On est très conscient que plusieurs de ces campeurs ont un sens du civisme très important, dans le sens que le campement est relativement propre. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour assurer une saine cohabitation avec les gens qui habitent dans le quartier. Mais on est quand même très préoccupé par les enjeux de sécurité publique. Dans la nuit du 12 août, il y a eu une attaque au cocktail Molotov qui, malheureusement, puis bien heureusement, n'a pas fait de blessés. Et dans la nuit du 26 août, il y a eu l'incendie d'une tente et on a été chanceux qu'il n'y ait pas de blessés ou de morts dans la situation. Donc, on suit la situation de façon très, très serrée parce qu'on est très préoccupé par la situation de la sécurité publique présentement. Au niveau de l'itinérance, que ce soit en arrondissement ou pour toute la ville de Montréal, on était très proactifs parce qu'on sentait que l'enjeu de l'itinérance deviendrait de plus important dans le cadre de la crise du COVID et de la crise économique qu'il suit. Pour ceux qui ont suivi un peu ces derniers mois,
On a ouvert l'aréna Maurice Richard, l'aréna Francis Bouillon. On a multiplié les ressources dans le quartier. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est l'ancienne aréna du YMCA qui a ouvert une 60aine de lits et une augmentation, combinée à ça, une augmentation de lits dans les 2 ressources qui existent déjà au Cap Saint-Barnabé et chez CARE sur la rue Ontario. Donc, on parle au total de plus d'une 100aine de lits supplémentaires qui sont mis à disposition aux itinérants dans le quartier présentement. Donc, on est très proactif, mais malgré toute la sensibilité et l'empathie qu'on a face à la population itinérante, je comprends aussi les frustrations de plusieurs résidents de notre quartier. On s'entend que Hochelaga-Maisonneuve, et particulièrement son sud-ouest, est un quartier qui est déjà éclopé et qui est déjà un quartier qui vit plusieurs enjeux sociaux et que le rajout du campement Notre-Dame ajoute une couche à la cohabitation qui est déjà parfois difficile dans le quartier. Donc, à la base, je souhaite remercier les Hochelagaises et les Hochelagais qui font preuve d'un civisme, d'une entraide et d'une tolérance extraordinaire face aux plus démunis, malgré la frustration, puis on doit se l'avouer, là, que c'est pas dans les quartiers riches qu'on vit ça. Malheureusement, c'est dans les quartiers qui ont besoin de plus de soutien qu'on vit justement des situations telles que le campement Notre-Dame. Plusieurs citoyens m'interpellent en me demandant de démanteler le site le plus rapidement possible. Premièrement, ce n'est pas dans mon pouvoir parce que les gens sont sur le terrain du MTQ, le ministère du Transport du Québec. Donc, pour qu'il y ait un démantèlement, le MTQ doit demander aux services de police de d'évincer les gens de leur terrain. Deuxièmement, il faut aussi garder en tête qu'un démantèlement de ce site-là ne mènera pas à la disparition de ces gens-là. Donc, lorsque les gens sont sur la friche Notre-Dame, ben, ils ne sont pas ailleurs, ils ne sont pas dans d'autres parcs, ils ne sont pas dans nos ruelles, où est-ce qu'on a déjà des enjeux de cohabitation dans les ruelles. Donc, vous le voyez, c'est une situation qui est extrêmement sensible, où est-ce qu'il n'y a pas de bonnes solutions et de bons scénarios, que des mauvais ou des pires scénarios. Donc, ce qu'on vit présentement, c'est une crise du logement qui s'annonce depuis plusieurs années dans Hochelaga-Maisonneuve et que notre administration auquel notre administration souhaite s'attaquer le plus possible, mais on est très limité dans nos ressources légales et financières, doublé d'une crise économique. Bref, on vit une augmentation importante de l'itinérance. On peut peut-être penser que l'itinérance à Montréal a doublé ces derniers mois. Donc, nous, à la Ville de Montréal, on est tous les jours sur place. Moi, personnellement, j'y vais plusieurs fois par semaine. Et les gens qui sont là, c'est des gens qui cherchent un toit. Et le campement Notre-Dame, ce qu'il faut en comprendre, c'est avant tout un problème de logement et d'habitation. Dans ce sens-là, les gouvernements supérieurs n'en font pas assez. Et c'est nous, après ça, dans Hochelaga-Maisonneuve, qui sont aux prises avec la crise. Les compétences de santé et services sociaux sont clairement des compétences provinciales. Les compétences d'habitation sont clairement des compétences provinciales aussi, mais entre Québec et Ottawa, ça fait 2 ans et demi qu'on négocie sans succès une entente bilatérale sur l'habitation qui ferait pleuvoir sur le Québec quelques milliards de dollars pour financer du logement social. Bref, le manque d'action des différents paliers gouvernementaux nous fait vivre une crise majeure, même si, malheureusement, à la Ville, on n'a pas les ressources pour y répondre. Les gouvernements des paliers supérieurs doivent en faire davantage. Demeure qu'on est très préoccupé par la situation, on est très préoccupé par les enjeux de sécurité publique, on est préoccupé par les enjeux de cohabitation et on va en faire le plus possible pour assurer le bien-être des gens dans le secteur. Donc, on continue, le poste de quartier continue à avoir une visibilité policière importante et nous, de notre côté, on souhaite augmenter les ressources disponibles sur le site pour réduire les enjeux de nuisance et convaincre
les campeurs à intégrer les lits disponibles parce qu'il y a dans les refuges du quartier des lits qui sont disponibles pour eux. Bref, c'est une situation qui est extrêmement difficile, mais qui va plus loin que celle de l'itinérance et qui touche à la crise de l'habitation qu'on sent venir depuis des années, mais que la COVID a vraiment décuplé. Donc, ça nous amène au règlement contre les rénovictions sur le point 40.05, soit un règlement contre les rénovictions qui va nous permettre de protéger les maisons de chambre et d'interdire les divisions et les subdivisions dans certains projets demandés par nos citoyens. On a eu une consultation publique à l'écrit sur ce règlement-là. Et je dois le dire, j'ai lu le rapport en entier, j'ai lu vos commentaires. Et il y a deux arguments là, principaux qu'on doit garder en tête sur notre règlement contre les rénovictions. Plusieurs citoyens nous ont dit, oui, mais votre règlement va nous empêcher de fusionner deux logements. Et la fusion de ces deux logements-là est la seule manière que moi et ma famille nombreuse puissent rester à Montréal. Eh bien, dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve, notre règlement n'inclut pas d'interdiction à la fusion. Nous sommes toujours en analyse sur ces éléments-là. Donc, ceux qui craignent ne pas pouvoir fusionner deux logements pour des raisons familiales vont pouvoir continuer de le faire. Deuxièmement, certains nous ont parlé qu'ils ne pourraient pas diviser leur logement pour le ramener à ce qu'il était initialement. Par exemple, un triplex qui avait par le passé fusionné deux logements, eh bien, certains propriétaires nous écrivaient, oui, mais nous, financièrement, on a besoin de le diviser pour que financièrement, être capable de payer notre hypothèque et louer un de ces deux logements-là. Eh bien, notre règlement permet aussi les divisions et les subdivisions lorsque cela nous permet de revenir à la typologie initiale du bâtiment. Bref, on continue d'agir pour en faire le plus possible en habitation et protéger le parc locatif dans notre arrondissement. On s'attaque aux rénovictions, on s'est attaqué à Airbnb, on travaille sur le règlement de métropole mixte qui va forcer tous les promoteurs immobiliers d'importance à investir en logement social et en logement abordable. Mais à voir à la crise avec le campement Notre-Dame, il est temps que Québec et Ottawa s'attaquent sérieusement aux problèmes d'itinérance et d'habitation à Montréal. Sur ce, je m'excuse d'avoir pris un peu longtemps, beaucoup de votre temps, mais c'est un enjeu qui nous tient à cœur et qui est très sensible dans notre arrondissement. Sur ce, je passe maintenant la parole à M. Éric Allen Caldwell, conseiller d'Hochelaga. Merci, M. le maire. À travers cet été difficile, on s'entend dans un contexte de crise sanitaire, un contexte de pandémie, les difficultés économiques, les difficultés de cohabitation, le stress quant à l'avenir, tant pour sa famille que pour la vitalité du quartier. Il y a quand même eu, il faut le dire, un beau gros soleil sur la rue Ontario. La rue Ontario était piétonne cet été dans sa portion commerciale pour permettre un contexte de distanciation physique. Donc, je crois que la plupart des citoyens d'Hochelaga ont pu expérimenter la déambulation piétonne sur la rue Ontario. C'est un beau geste de solidarité entre citoyens et commerçants et je veux féliciter tout le monde qui ont contribué justement à faire de cette rue Ontario-là cet été un succès quant à sa fréquentation, quant à son animation, quant à notre capacité comme quartier à retrouver un espace public où tout le monde est bienvenu, un espace public inclusif et un espace public qui permettait aux commerçants justement de se déployer dans la rue pour faire leur offre aux citoyens et qui permettait aux commerçants, aux citoyens de acheter des produits locaux dans les commerces locaux. Donc, je veux féliciter toutes les équipes d'arrondissement qui ont travaillé là-dessus. D'ailleurs, ce soir, dans un des points au conseil d'arrondissement, on nomme notre professionnelle, Mme Boucher, comme membre observateur au CA de la SDC. Je veux remercier la SDC de sa collaboration. Quand je dis que c'était un projet collectif, c'est avec la SDC, avec les commerçants, avec les citoyens, avec nos services techniques. Et je voulais prendre 2 secondes pour souligner justement cette belle déambulation piétonne qu'on a eue en contexte COVID sur la rue Ontario au beau gros soleil d'Hochelaga. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell. Et maintenant, la parole à la conseillère de Tétroville, mais aussi présidente du conseil municipal. J'arrête de le dire, là, Mme Miron, j'arrête. Oui, ici je suis juste la conseillère.
Vous êtes une grande conseillère dans Tétroville, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, je voulais parler de 2 points qui sont à l'ordre du jour que je trouvais très important que les citoyens soient bien au courant de ce qu'on va voter ce soir. En fait, le premier point, notamment sur la motion et l'adoption pour remplacer les usages E1 pour les E2. Ça veut dire, en gros, c'est que les parcs Thomas Chappet et le boisé Jean Milot, dans la portion qui est située au nord de la rue Bélanger, étaient toujours catégorisés E1, ce qui veut dire un espace et des lieux publics. Et dans l'optique de pouvoir mieux protéger ces 2 magnifiques boisés qu'on a dans l'est de l'arrondissement, bien, on va tout simplement changer, tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais on va prendre la catégorie E2. La catégorie E2, c'est pour nommer ces espaces, des espaces naturels. Et c'est ça va nous aider à mieux protéger ces 2 magnifiques boisés. Et ces modifications, ils vont servir notamment lors de la révision du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal qui va débuter à l'automne, qui s'en vient donc à l'automne 2020. Alors, c'est important qu'on passe cette avis de motion ce soir. Et l'autre point que je voulais parler aussi, qui est à l'ordre du jour, en fait, c'est Mme Audrey Coton qui a fait un projet de pétition, en fait, en vertu du droit d'initiative pour en faire peut-être une consultation publique. Il faudra qu'elle récolte aussi plusieurs signatures, là, 5000 signatures pour y arriver. Mais je voulais que Mme Coton et toutes les femmes, peut-être que ça intéressera, c'était en fait dans le cadre de mise en place d'une subvention pour aider les femmes à se procurer des produits d'hygiène réutilisables. Donc, d'un point de vue surtout écologique, mais aussi économique. Alors, tout ça pour dire que nous sommes déjà très favorables dans nos intentions, qu'on y travaillait déjà depuis un petit bout et que rien n'est parfait. Et il y a toujours une question budgétaire, mais votre initiative, Mme Coton, fera cheminer le dossier à l'interne et ça nous aidera justement à aller de l'avant éventuellement. Je ne peux pas vous donner de date, mais sachez que nous y travaillons déjà. Alors, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour présenter votre demande de pétition. Alors voilà, Monsieur le maire, je nous souhaite un très beau conseil. Merci beaucoup, Mme Miron. Donc, cela termine la période de déclaration des élus. On peut donc passer maintenant au point 10.04 et 10.05, soit la période des questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et les questions d'ordre général. Donc, ça va être M. Serge Villandry, directeur d'arrondissement, qui va poser les 13 questions de citoyens que nous avons ce soir. M. Villandry. Oui, bonsoir. Alors, la première question est de M. Sylvain Desgagnés. Donc, c'est une question qui ne réfère pas à l'ordre du jour. Donc, le sujet, c'est le programme d'aide financière pour les rénovations majeures. Est-ce qu'il y a, pour 2021, un programme d'aide financière pour les propriétaires occupants avec au moins un enfant et moins de 5 logements? Madame Lavigne-Lalonde. Oui, merci. Merci, monsieur, pour votre question. Écoutez, tous les programmes de subvention à la rénovation sont des programmes qui sont établis par la Ville-Centre, donc par le service de l'habitation. On peut avoir toutes les informations sur les programmes en les contactant par courriel ou par téléphone. De façon générale, ils répondent au téléphone. Ça peut surprendre, mais ils le font. Par contre, si vous avez des questions plus précises là, sur un projet en particulier, vous pouvez toujours m'écrire en tant que votre conseillère municipale. Vous pouvez m'écrire, je pourrais vous rediriger là, vers les bonnes personnes si jamais le service de l'habitation n'est pas le bon. Mais de façon générale, c'est vraiment eux qui établissent les programmes qui sont faits en fonction de certains quartiers, en fait. Donc, il faut voir si vous êtes dans un secteur admissible à un programme. C'est la première chose qu'il faut regarder. Et je pense même que ces informations-là sont disponibles sur le site du service de l'habitation. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Monsieur Villandry. Une question de Mme Lynn Raymond. Donc, Mme Raymond demande d'annulation de sens de circulation de la rue de Marseille pour le stationnement de nos employés et la livraison de notre marchandise. Avoir un sens unique vers l'ouest est totalement contre-productif. Ce changement est prévu à compter du 18 septembre 2020.
Donc, Madame Raymond de La Vie en Rose. Oui, merci beaucoup, Madame Raymond. Écoutez, c'est la première fois ce soir que j'entends d'enjeux qui touchent votre entreprise. Donc, moi, je vous invite à nous écrire pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut trouver des solutions qui vont réduire les frustrations, les enjeux de votre côté avec la mise en place d'un sens unique et d'une piste cyclable structurante là, sur la rue de Marseille. Malheureusement pour vous, cette piste-là et ce sens unique-là, on y tient beaucoup parce que c'est un des rares axes cyclables est-ouest qui traverse qui passe de Schlager-Maisonneuve jusqu'à Mercier-Ouest, jusqu'à la 25. Donc, c'est un axe qui est extrêmement structurant et essentiel pour encourager les gens à prendre le vélo le plus possible et le faire de façon sécuritaire parce qu'ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien à faire du vélo. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour réduire les frustrations que ce sens unique-là peut engendrer auprès de votre entreprise, mais tout ça va se faire dans le cadre de la mise à sens unique de Marseille telle que prévu. Merci beaucoup. Donc, écrivez-moi par courriel, on va vous revenir rapidement, Madame Raymond. Donc, M. Villandry, prochaine question. Oui, une question de M. Bertrand Hugues-Larose. L'ouverture d'un refuge pour itinérants est nécessaire en raison de la situation actuelle. Néanmoins, considérant les politiques actuelles du gouvernement fédéral face à l'itinérance, Housing First, de même que l'engagement de la Ville de Montréal de construire plus de logements sociaux, avez-vous considéré convertir à long terme l'espace du YMCA en logements sociaux? Cette option permettrait de répondre aux besoins criants actuels de logement, de même que d'avoir des résidents permanents, pas un refuge pour personnes de passage, donc des personnes qui participeraient à la vie de quartier et au développement communautaire, à ce quartier dont l'urbanisme et le développement a eu peu de planification au fil du temps. Merci. Merci beaucoup, M. Hugues-Larose. J'espère que depuis, en tout cas, du moins depuis le début de notre mandat, on travaille beaucoup à mieux planifier ce secteur-là, en fait, pour assurer les différents modes de cohabitation. Écoutez, présentement, on fait face à une crise et nous, on a trouvé la possibilité d'héberger pour les 9 prochains mois des itinérants dans l'aréna du YMCA. On a trouvé cette solution-là in extremis pour ouvrir le plus rapidement possible des nouvelles ressources pour les itinérants à Montréal et la nouvelle itinérance qu'on retrouve à Montréal. Vous me parlez en fait du gouvernement fédéral et moi, je tiens à vous rappeler que le Québec est la dernière des 10 provinces à ne pas profiter de la stratégie nationale sur le logement, qui a été montée par le gouvernement Trudeau parce que depuis plus de 2 ans et demi, Québec et Ottawa ne peuvent pas s'entendre sur une entente qui permettrait de débloquer les fonds de Ottawa vers Québec et ensuite de Québec vers Montréal. Présentement, il y a des projets de logements sociaux qui sont retardés, voire mis en danger par manque de fonds des différents paliers de gouvernement. Donc, on continue d'y travailler. C'est pour ça qu'on met de l'avant, entre autres, un règlement pour une métropole mixte qui va nous permettre d'amener chaque promoteur immobilier à contribuer au logement social et abordable. Mais pour le moment, on attend davantage d'implication de Québec et Ottawa, que ce soit dans le financement des mesures pour l'itinérance, comme dans les mesures d'habitation. Donc, merci beaucoup, M. Hugues-Larose. On suit le dossier de façon très sérieuse parce que l'itinérance nous tient à cœur, même si parfois ça peut être extrêmement difficile, la cohabitation. M. Villandry? Une question de Mme Francine Joly. J'ai pris connaissance du sens unique de la rue de Marseille en voyant les pancartes. J'ai beau chercher plus de détails sur le site de l'arrondissement, il y a une liste des rues qui seront en sens unique, mais la rue Marseille n'y est pas. Le détail, entre quelles rues, serait important pour moi pour adapter mes déplacements en voiture, comme je vais souvent au centre d'achat du domaine et le Jean Coutu sur Sherbrooke et Granby. Je fais partie des 65 ans et plus
Et pour moi, la voiture est le moyen le plus sécuritaire, d'autant plus avec la COVID. Je croyais que 30 km était déjà sécuritaire pour les piétons. Pourquoi en plus tous ces sens uniques? Merci beaucoup, Madame Joly, pour votre question. On va s'assurer de communiquer avec vous là, dans les prochaines semaines pour vous envoyer davantage de détails. Il y a de l'information en ligne sur notre site web, mais des fois, c'est difficile à trouver, j'en conviens. Et donc, on va vous revenir là, dans les prochains jours pour vous envoyer davantage d'informations par courriel. Je vois que vous nous avez laissé votre courriel, là, donc on va vous envoyer davantage d'informations. Et deuxièmement, pas plus tard que demain, il y a une infolettre qui va être envoyée à plusieurs résidents de Mercier-Ouest pour expliquer exactement les détails du projet, les raisons du projet et pourquoi est-ce qu'on le fait. Je comprends très bien que pour vous et pour plusieurs personnes âgées, là, le mode de transport favori peut être la voiture et on ne vous en blâme pas du tout. C'est très conséquent et c'est très normal. Moi-même, j'ai une voiture. Donc, on ne souhaite pas vraiment, on comprend très, très bien votre situation. Toutefois, les gens, si on souhaite, dans le cadre de la crise climatique, ou est-ce qu'on souhaite encourager les gens à délaisser ceux qui sont assez en forme pour faire du vélo, on souhaite les encourager à délaisser, lorsqu'ils le peuvent, leur voiture pour faire du déplacement actif, comme du vélo et de la marche. Eh bien, pour ça, il faut qu'on leur offre des rues qui sont sécuritaires pour eux. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec de Marseille. Et je comprends que vous souhaitez, lorsque vous vous déplacez en voiture, vous arrivez sur de Marseille, vous avez des habitudes. En effet, le sens unique va changer vos habitudes, mais il demeure que Marseille est, pour une bonne partie de Mercier-Ouest, seulement une rue au sud de Sherbrooke. Donc, nous, on pense que Sherbrooke va pouvoir convenir encore à plusieurs personnes pour faire leur déplacement, entre autres vers le centre domaine. Donc, on pense qu'au-delà des petits tracas, des adaptations du sens unique, eh bien, dans quelques mois, ces tracas-là vont être terminés et tout le monde va y avoir gagné aux chances. Donc, merci, Mme Joly. On va vous revenir prochainement avec davantage d'informations. Merci pour votre question. Monsieur Villandré? Une question de Mme Eliane Légaré. Bonjour. Il n'y a aucun programme d'activité offerte dans l'arrondissement pour l'automne 2020, que ce soit des activités sportives ou culturelles. Sachant qu'il y en a dans d'autres arrondissements, comment expliquer qu'aucune activité nous est offerte et quand comptez-vous remédier à la situation? Merci. Oui, merci beaucoup, Mme Légaré. Plusieurs activités sont en préparation pour cet automne. Parfois, l'information ne s'est pas encore rendue aux citoyens. Peut-être que Mme Plante, directrice à la culture, sport, loisirs et développement social, pourrait vous en parler davantage. Mme Plante? Bonsoir, Mme Légaré. Oui. Oui. Bonsoir, Mme Légaré. Merci de votre intérêt pour la programmation des organismes partenaires et de nos services. La programmation débutera vers la 3e et 4e semaine de septembre. Les programmations se retrouvent sur le site Internet des organismes. La JT finalise cette semaine. Le délai est causé par la disponibilité des locaux. Nous avons appris tardivement la disponibilité des locaux dans les écoles sur notre territoire. La programmation sera mixte, virtuelle et en présentiel. L'arrondissement relayera l'information des organismes. Il n'y aura pas de publication officielle. La programmation d'activités de loisirs se déroulera sur 10 semaines. Concernant la programmation culturelle, nous sommes en déconfinement des maisons de la culture en phase 1. Nous accueillerons donc des résidences d'artistes. À notre grande déception, il n'y aura pas de spectacle dans nos maisons de la culture cet automne. Nous devons nous assurer de respecter les règles sanitaires. Cependant, bonne nouvelle, les expositions à la Maison de la culture Mercier seront de retour dès le septembre. Des activités culturelles et de la médiation culturelle se dérouleront lors des Journées de la culture qui se dérouleront exceptionnellement du 25 septembre au 25 octobre prochain. En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Plante. On espère, Mme Légaré, que ces précisions-là ont pu clarifier un peu la situation. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire pour des questions plus précises. Monsieur Villandré, prochaine question. Oui, une question de M. Marc-André Bonhomme.
Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la procédure pour faire annuler une décision de changement de direction sur la rue Desmarteaux entre Dubuisson et Belle-Rive et la rue Dubuisson en sens unique au lieu de double sens comme elle l'était auparavant. Cela cause pas mal plus d'inconvénients qu'autre chose. Nous avons 2 enfants handicapés et une minivan adaptée côté passager ou la chaise roulante. Nous avons une place de stationnement pour handicapés devant la maison et nous débarquons notre enfant sur le trottoir. Maintenant, il faudra le débarquer dans la rue. Cela ne fait aucun sens. Tous les citoyens de la rue Desmarteaux sont en désaccord avec ce changement dû au fait qu'il y a le chemin de fer sur Dubuisson. Nous allons tous vers le nord-ouest et vous nous obligez à aller vers le sud-est. Toute la circulation sera déroutée sur la rue Pierre-Bernard à côté, qui comporte une piste cyclable, ou dans les ruelles où nos enfants jouent. Merci beaucoup, M. Bonhomme, pour votre question. C'est certain que lorsqu'on fait un changement de sens unique, on souhaite toujours prendre en compte les débarcadères pour personnes à mobilité réduite. Parfois, c'est difficile de concilier, mais on va s'assurer de vous contacter dans la prochaine semaine. Là. On tombe dans la fin de semaine, la longue fin de semaine, la fête du travail, mais donc d'ici vendredi prochain, vendredi le 11, on va vous contacter pour voir qu'est-ce qui est possible de faire pour simplifier les choses. On ne souhaite assurément pas vous causer davantage d'inconvénients avec les enfants handicapés dont vous avez la charge. Donc, on va vous contacter, on va voir s'il y a des solutions possibles. Et comme on fait depuis toujours, lorsqu'il y a manière de s'améliorer, on n'a pas peur de le dire, puis on n'a pas peur d'essayer de réparer nos erreurs. Donc, on va vous contacter, puis on va voir ce qui est possible de faire avec vous. Donc, merci beaucoup, M. Bonhomme. Et M. Villandry, on peut passer à la prochaine question. Une question de M. Sylvain Clermont. Le parc Honoré-Mercier est une halte migratoire pour les outardes, les canards. Ils retrouvent l'alimentation nécessaire à leur parcours depuis plusieurs dizaines d'années. En tant que défenseur de la nature que vous êtes, de promoteur des espaces verts, pourquoi acceptez-vous de déséquilibrer leur environnement, d'enlever cet espace vert inscrit dans leur parcours pour construire un skatepark qui est une structure en béton incompatible avec Dame Nature? Est-ce que l'impact environnemental, à savoir où ira cette faune ailée, a été étudié? Sinon, pourquoi? Madame Lavigne-Lalonde, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est important de rappeler le contexte qui nous a amené à choisir ce lieu pour le skatepark. Il faut savoir que dans le district de Merciès, il y en avait un petit de quelques années qui a été démantelé pour la piscine Annie Pelletier. Et c'est depuis ce temps-là que les résidents jeunes et moins jeunes de l'arrondissement et de l'Est de l'arrondissement nous demandent à l'administration d'installer un skatepark. Pour choisir l'emplacement, puis avoir toute une réflexion sur ce skatepark-là, on a mis sur pied un comité avec des jeunes et des moins jeunes qui font des utilisateurs de skatepark de tout l'arrondissement, puis on a été accompagnés dans une démarche pour trouver un site qui répondait aux besoins de la clientèle, mais aussi qui respectait certains critères. On sait que des expériences passées, on doit respecter certains critères pour l'implantation des skateparks, une certaine distance des résidences, une grande visibilité des voies publiques au cas où il y a des accidents, etc. Donc, c'est vraiment avec un comité d'usagers et nos services qu'on a choisi ce lieu-là. Il répondait à plusieurs critères. Par contre, quand on a choisi le lieu, on était bien conscient de l'endroit où on allait implanter ce skatepark-là. Et comme vous le mentionnez, notre administration fait des gros efforts en lien avec la biodiversité et la préservation des espaces verts. Et on a mis tous les éléments que vous mentionnez en compte. C'est pour ça que dans l'implantation, premièrement, le skatepark va être un skatepark quand même de plus petite envergure qu'on voit ailleurs. Ça répondait aux besoins des jeunes aussi, d'avoir des skateparks de différentes grosseurs qui répondent à différents besoins pour que des plus jeunes, des intermédiaires puissent y aller aussi. Donc, ce ne sera pas aussi gros que Faire Marquette, par exemple, ou d'autres infrastructures qu'on a fait plus récemment. Mais ceci dit, ça va être tout de même au parc Honoré-Mercier. Donc, on a pris en considération le lieu et on a choisi de ne pas créer d'infrastructures souterraines pour le drainage du site, notamment.
on a choisi de créer à côté du skatepark un ruisseau sec qui va venir accumuler toute l'eau de ce bassin versant qu'il y a dans le sud de Tétroville, en fait, où il y a de l'eau qui se déverse naturellement dans le parc Honoré-Mercier. Donc, on va créer un ruisseau sec quand il va y avoir des déversements ou des fontes des neiges qui vont créer plus d'eau. L'eau va être accumulée et drainée naturellement par un ruisseau. Donc, la biodiversité va pouvoir venir s'y abreuver. On va aussi planter plus de 650 arbres, 500 végétaux, près de 500 arbustes aussi. On va créer un pré fleuri. On va vraiment investir énormément autour de ce lieu-là pour nous assurer qu'il y ait une forte croissance même de la biodiversité dans ce lieu-là. On sait que ce parc est collé sur la promenade Belle-Rive, que les utilisateurs de la promenade Belle-Rive sont des amateurs de la nature, qui sont pour justement la préservation de la biodiversité. Donc, tous ces éléments-là ont été pris en compte et vous allez voir quand ça va être réalisé, ça va être un lieu magnifique. On a tendance à mettre beaucoup de gazon dans nos parcs, mais là, on va vraiment avoir un pré fleuri. Ça va être absolument magnifique. Il y a quelques parcs à Montréal qui ont choisi, pour des raisons budgétaires notamment et environnementales, de créer des prés fleuris. Ça fait des décors absolument magnifiques. Il y a des abeilles, il y a plein de pollinisateurs qui y vont, plein d'oiseaux. Donc, on vient vraiment encourager un lieu pour, en fait, favoriser la biodiversité, favoriser le retour des outardes et de bien d'autres espèces, on l'espère. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, une question de Mme Sylvie Decelle. Étant donné que toutes les rues en bas de la rue Notre-Dame sont ou seront en voie de devenir à sens unique, éventuellement, avez-vous prévu de mettre les rues Mousseau et Lebrun à sens unique? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Depuis que la rue des Ormeaux est à sens unique vers le nord, il y a une augmentation majeure du trafic sur la rue Mousseau en bas de Notre-Dame. Le 10 août dernier, j'ai fait une demande pour que la rue Mousseau et la rue Lebrun deviennent à sens unique comme toutes les rues en bas de Notre-Dame. Le numéro de dossier est 201 903 38. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, c'est Madame Decelle. En fait, les dossiers que nous avons votés depuis ce printemps là, pour les sens uniques, surtout dans le sud du quartier, particulièrement entre Dubuisson et la rue Belle-Rive, mais aussi entre Notre-Dame et Belle-Rive, ce sont tous des dossiers qui sont plus situés dans l'extrémité est du quartier, donc à l'est de la rue Pierre-Bernard. Bon, la rue Mousseau étant juste située à l'ouest, entre autres, du parc Clément-Jeté Sud. C'est pour ça qu'elle n'a pas été étudiée par nos experts des études techniques. Mais c'est avec plaisir qu'en recevant votre demande, là, on va pouvoir l'amener au comité de mobilité et avoir des discussions là-dessus. Parce que, bien sûr, ça prend... on ne pouvait pas passer plus... on se disait que déjà une quinzaine de sens uniques, les gens du sud du quartier allaient être échaudés, mais je vois que vous en redemandez. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et nous allons porter votre dossier donc, au comité de mobilité. Soyez-en assurés. Merci. Merci beaucoup, Mme Miron. Prochaine question, M. Villandré. Une question de Mme Judith Boursier. Concernant le projet de la halte Belle-Rive, est-ce que les résidents seront consultés pour les phases ultérieures? Le budget alloué à cette infrastructure ainsi que les objectifs visés peuvent-ils être divulgués publiquement? Si oui, est-ce possible d'obtenir ce document? Ce projet est-il réalisé en partenariat? Si oui, qui sont les intervenants associés au projet? Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Boursier, pour cette question. Est-ce que c'était vous, Mme Miron? C'est moi? C'est bon? OK, super. Donc, merci, Mme Boursier, pour votre question. En fait, oui, à la base, dès le début de ce projet-là, on souhaitait qu'il y ait une consultation citoyenne pour bonifier le projet dès la première année. Avec la pandémie et toutes les interdictions de se rapprocher, de faire des événements publics, l'élément de concertation et de consultation citoyenne a dû être remis à plus tard, mais il fait toujours partie du projet. Donc, oui, on va vouloir avoir les commentaires des citoyens et les suggestions sur comment bonifier ce projet-là l'an prochain. On va vous envoyer là, par courriel, je vois que vous nous avez laissé votre adresse courriel, donc
d'ici 2 semaines à peu près, on va vous envoyer les différentes informations sur le budget du projet, toutes les choses que vous souhaitez demander. Et dernièrement, je vous invite, notre partenaire privilégié dans ce projet-là, c'est la Société d'animation de la promenade Belle-Rive, SAPB. C'est vraiment cet organisme-là qui est notre principal partenaire dans tout ce qui touche la promenade Belle-Rive. Et c'est un organisme citoyen. Le conseil d'administration est composé de citoyens et on a besoin de citoyens qui s'impliquent à la SAPB, à la Société d'animation de promenade Belle-Rive. Donc, moi, je vous encourage à devenir membre de cet organisme-là pour vous y impliquer et pour avoir aussi, donc, encore plus d'impact sur les prochaines versions de la halte Belle-Rive, qui a été un super beau succès cet été, là, particulièrement les 4 samedis de marché public. J'ai adoré y aller. On est très fiers de cette réalisation-là et on a hâte de voir les prochaines versions bonifiées du projet. Donc, merci, Mme Boursier. On vous revient prochainement. Monsieur Villandré. Une question de Mme Élise Saint-André. Bonjour à tous. Félicitations à Mme Suzy Miron pour ses nouvelles fonctions. Ma question concerne le trajet de l'autobus 185. Il y a eu pétition envoyée à l'arrondissement et à la STM. Le trajet a été dévié pendant les travaux sur le tronçon de la rue Lebrun entre Notre-Dame et Belle-Rive. Depuis quelques jours, l'autobus passe sur Belle-Rive vers son terminus, Point-Mercier et Belle-Rive. J'aimerais savoir, et d'autres résidents également, si ce trajet est permanent. Merci. Oui, je vais répondre, Monsieur le maire, si vous me permettez. Écoutez, Madame Saint-André, merci pour vos bons mots, c'est gentil. La STM a modifié le trajet à notre demande parce qu'on a implanté le projet de la halte Belle-Rive sur la rue de Belle-Rive où elle avait son terminus. Et c'est quand même, c'est la STM qui avait le dernier mot pour déplacer le trajet à ce qui se convenait mieux pour ne pas trop allonger indûment le tracé. Il faut savoir que même avant la pétition que vous nous avez déposée cet été, on avait fait des représentations auprès de la STM pour que le trajet de la 185 aille rejoindre celui de l'autobus 28 qui est plus à l'ouest sur la rue La Fontaine au coin de la rue Georges Bizet, devant l'église Saint-François d'Assise. Et on poursuit toujours dans ce sens-là. On souhaiterait que la 185, qu'on puisse allonger de quelques stations, de quelques arrêts pour se rendre jusque-là, afin de permettre une meilleure transition entre les deux lignes, les deux circuits d'autobus. Il y aura une meilleure desserte aussi sur la rue Notre-Dame. On le sait, il y a un centre d'achat qui est tout près. Et ça n'empêcherait pas non plus de bien desservir la promenade Belle-Rive. Mais c'est surtout pour permettre aux gens qui habitent le secteur autour de l'église Saint-François d'Assise, on le sait là, que c'est un secteur assez défavorisé, et de leur éviter de prendre 2 autobus, par exemple, quand ils veulent aller dans le secteur commercial Hochelaga et des Ormeaux. Donc, on voudrait que la 185 aille aussi son terminus tout près de l'église Saint-François d'Assise, où il y a aussi la maison des familles. Et ça permettrait donc à ces gens-là de pouvoir revenir par la rue Notre-Dame et remonter tout de suite à l'axe des Ormeaux et Hochelaga, au lieu d'avoir à retourner par la 28, soit au coin d'Honoré-Beaugrand et Hochelaga prendre un autre bus, ou au pire, même se rendre jusqu'au métro pour emprunter un autre circuit d'autobus pour se rendre, dans le fond, faire des courses dans le milieu du quartier. Alors, sachez que nous travaillons déjà là-dessus. L'enjeu, c'est que la STM, écoutez, là, avec la pandémie, il y a eu, je vous dirais, une baisse des revenus, pour dire simple, et ce ne sera probablement pas facile avant 2022 pour changer les circuits. Tel qu'il était prévu, là, ils voulaient faire une requalification des circuits. Là, la STM a fait quand même beaucoup de sondages là-dessus auprès de sa clientèle. Donc, c'est sûr que le plus tôt sera le mieux dans notre cas, mais sachez que nous continuons à mettre la pression dans ce sens-là. Et donc, ce ne sera pas permanent pour répondre à votre question. Donc, on voudrait l'amener éventuellement un peu plus loin, au coin de La Fontaine et Georges Bizet. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Miron. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, une seconde question de M. Bertrand Hugues Larose.
Le projet de loi 72 oblige toute entreprise à faire une étude de caractérisation si elle a eu des activités susceptibles de contaminer l'environnement. Or, la station de service Ultramar abandonnée au coin de Hochelaga et Sicard n'est pas inscrite à la liste municipale. Quel est le pouvoir de la municipalité afin de forcer une telle entreprise à détruire le bâtiment désaffecté qui mine le quartier et à décontaminer les sols s'il y a lieu? Merci. Merci beaucoup, M. Hugues Larose, pour votre question très pertinente, très pointue même. Je tiens à rappeler que notre administration a banni de notre territoire l'installation de nouvelles stations-service. Donc, on ne devrait pas en voir davantage sur notre territoire. Mais votre question est trop précise pour que je puisse vous répondre ce soir. Donc, je vais tester l'eau avec notre directeur à l'urbanisme, services et entreprises, M. Pierre-Paul Savignac, voir si M. Savignac a davantage d'informations. Sinon, on va devoir vous revenir à l'écrit dans les 2 prochaines semaines. M. Savignac? Bonsoir. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, évidemment, ce n'est pas le souhait, comme l'a mentionné M. le maire, de l'arrondissement de préserver cette structure dans cet état, ce bâtiment dans cet état. Puis on sait très bien là, que c'est fort probablement contaminé, effectivement. La façon dont c'est fait, c'est partout comme ça dans les municipalités au Québec, c'est que lorsqu'il y a un nouveau projet, c'est là où ça enclenche le processus de décontamination, de nécessaire décontamination. Ce n'est pas nécessairement la Ville de Montréal qui est responsable de ça, bien qu'il y ait une liste. Mais par contre, on s'assure, avant d'émettre un permis, qu'il y a eu un plan de décontamination qui soit déposé. Plan de décontamination qui prévoit qu'est-ce qui doit être fait quant à la décontamination en lien avec l'utilisation du site. C'est-à-dire, c'est une nouvelle construction résidentielle. Bien évidemment, c'est les plus hauts standards de décontamination qui vont être exigés. Donc, voilà pour... je ne sais pas si c'est assez précis comme réponse. Si un complément de réponse est nécessaire, ça va me faire plaisir d'entrer en communication avec vous par la suite. Merci beaucoup, M. Savignac. Moi, je considère votre réponse très claire. Je vous encouragerais, M. Hugues Larose, si vous voulez davantage d'informations pour mieux comprendre nos outils et notre réglementation, de nous écrire un courriel. Vous pouvez m'écrire personnellement à pierre.lessard-blais@commercialmontréal.ca et avec d'autres éléments de questions et on va vous répondre le plus précisément possible. Donc, mais je pense qu'avec les réponses que vous avez eues, on répond grosso modo à votre question. Donc, je pense qu'on pourrait aller à la prochaine question de Mme Saint-André, M. Villandré. Oui, c'est la dernière question donc, de Mme Élise Saint-André, une deuxième question. Concernant la construction d'un skatepark à extrémité ouest du parc Belle-Rive, dans le parc Contigu-Mercier, projet de plus d'1 million de dollars. Un skatepark est un endroit bétonné et bruyant. Sans contester la validité de l'existence d'un tel endroit, il y aura diminution de la verdure, îlot chaleur, et de la tranquillité espérée, salutaire pour la santé. Il est en effet scientifiquement documenté que le contact avec la nature est une ressource importante pour s'apaiser, retrouver le calme, favorisant la santé globale. Ces parcs sont un petit poumon, une rare fenêtre sur le fleuve. Sans exiger un parc de 30 km² comme dans l'ouest de l'île, je demande la préservation et la protection de ce petit 2,2 km contre tout projet bétonné bruyant. Autrement, comment votre parti concilie-t-il environnement, verdissement et ce projet? Peut-on envisager d'urgence d'autres endroits? Je vous remercie. Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Oui, merci, M. le maire. Merci, Madame, pour votre question. J'ai donné quelques éléments de réponse un peu plus tôt. Premièrement, je voulais juste vous rassurer, là, concernant le bruit, on a choisi cet emplacement-là, entre autres, parce qu'il répondait à nos critères en lien avec la proximité des résidences, là, pour s'assurer qu'il y ait le moins de bruit possible qui pourrait déranger les résidents. Il faut aussi savoir qu'à force de créer des skateparks à Montréal, mais ailleurs aussi, on développe des nouvelles technologies et maintenant, les revêtements qu'on utilise sont vraiment moins bruyants que l'étaient les skateparks qu'on construisait il y a 20 ou 30 ans, ou même peut-être quelques années. Donc, on nous a vraiment assuré là, que le bruit ne serait pas un élément dérangeant.
pour ce qui est de la préservation du grand parc qui est la promenade Belle-Rive, je peux vous assurer qu'on ne touche pas à ce grand parc. La promenade Belle-Rive, là, vous la connaissez bien. Elle est de compétence de la ville-centre et elle est considérée comme un grand parc, fait partie du réseau des grands parcs de la ville de Montréal. Le parc Honoré-Mercier est un parc qui, oui, est contigu, mais qui est un parc de compétence d'arrondissement. Donc, votre promenade est préservée. Ceci dit, on est bien conscient qu'on vient mettre un espace bétonné dans un parc. C'est un besoin qui est exprimé depuis longtemps de la communauté. Dans cette partie de l'arrondissement, il y a des infrastructures qu'on ne retrouve pas, qu'on retrouve ailleurs. C'est vraiment une demande de la communauté et on était vraiment en accord avec ce choix-là. On est conscient qu'il y a ce manque-là dans l'est de l'arrondissement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on a vraiment tout pris en compte pour nous assurer de limiter les impacts et même de profiter de cet investissement-là pour bonifier le parc Honoré-Mercier. Donc, on le mentionnait là, tout à l'heure, c'est 650 arbres qui vont être plantés. Et les utilisateurs de nombreux skateparks qui nous ont accompagnés dans la démarche mentionnaient justement que dans d'autres skateparks, ce qui fait le succès d'un plan chaudron, pour changer de mot, c'est aussi la présence d'ombre sur le lieu. Donc, on va venir planter des arbres vraiment en proximité du site pour s'assurer qu'il y a une partie du site qui soit sous canopée parce que quand il fait trop chaud, c'est vraiment désagréable pour les utilisateurs. Donc, 650 arbres, 500 végétaux, près de 500 arbustes qui vont être plantés. On va faire un pré-fleuri, gérer les eaux de pluie, les eaux de déversement qui s'accumulent là pendant le printemps. Donc, vraiment, c'est un projet qu'on a réfléchi vraiment en prenant tous les aspects. Puis, on pense que ça va être un grand succès tant pour les utilisateurs que pour la biodiversité dans ce parc-là. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Cela termine la période des questions. Oui, c'est ça. Cela termine la période des questions. Et je cède maintenant la parole à Mme Tocheva pour nous soutenir dans la lecture des autres points de la séance. Donc, Mme Tocheva, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. On peut donc, merci, monsieur. On peut donc passer au point 10.06. Approuver les procès-verbaux de séance du Conseil d'arrondissement tenus le 6 et le 9 juillet 2020. Je propose, appuyé par Mme Miron, 10.07. Déposer les rapports de consultation écrite tenus du 20 juillet au 30 août 2020. Je tiens à remercier tous les citoyens qui ont envoyé des recommandations. Alors, moi, de mon côté, j'ai lu toutes leurs recommandations. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Merci beaucoup. Donc, il n'y a personne qui doit proposer ou appuyer pour ce point-là. Non, c'est un dépôt. D'accord. Donc, on peut aller au point 10.08. Résolution visant à souhaiter une bonne rentrée aux élèves montréalais. Je propose, appuyé par Mme Miron, bonne rentrée à tous les élèves de l'arrondissement. On peut aller donc au point 20.01. Accorder des contributions financières totalisant la somme de 20 249 $ aux organismes L'Entre Jeunes de Mercier-Est, la Maison des familles de Mercier-Est et le Chez nous de Mercier-Est dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité et du plan d'action de la revitalisation urbaine intégrée du quartier Mercier-Est pour l'année 2020. Approuver les conventions à cet effet. Je propose, appuyé par Mme Miron, 20.02. Accorder des contributions financières totalisant la somme de 27 696 $ aux organismes désignés dans le sommaire décisionnaire pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'édition 2020 du programme d'intervention du milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans et dans le cadre de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal. Approuver les conventions à cet effet. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 20.03. Accorder une contribution financière non récurrente de 40 000 $ à l'organisme L'Anonyme pour le travail de la brigade de sensibilisation dans le contexte de la COVID-19,
dans le cadre du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine 2020. Approuver la convention addenda à cette fin. Je propose Mme Lavigne-Lalonde 20.04. Prolonger le contrat attribué à la compagnie Location Gay pour la location d'une mini-excavatrice avec opérateur, incluant l'entretien et les accessoires pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour une durée de 12 mois au prix de sa soumission, indexé de 2%, pour un montant de 204 057 $, taxes incluses, portant la valeur totale du contrat à 404 114,13 $, taxes incluses. Je propose d'appuyer par Mme Boisvert-Roy 20.05, qui est une excellente nouvelle, particulièrement pour les citoyens de Louriel. Attribué à EBI Envirotech, un contrat de 774 451,48 $, taxes incluses, pour le nettoyage de puissards et la disposition des résidus pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, d'une durée approximative de 36 mois, conformément au document de l'appel d'offres public 20-18-292. Je propose, on m'a dit que c'était comme si je parlais comme dans un oreiller, donc j'essaie d'ajuster la technologie. Donc, je propose, appuyé par Mme Boisvert-Roy, 20.06. Attribué à la firme Poirier-Fontaine Architectes un contrat de service professionnel de 375 278,40 $, taxes incluses, pour le projet de réaménagement et d'agrandissement du chalet Saint-Aloïs et de mise aux normes de la pataugeoire conformément au document de l'appel d'offres public 2020-012-P et autoriser une dépense totale de 453 148,67 $, taxes incluses. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 20.07. Attribué à la firme Hutt Architecture un contrat de service professionnel de 192 888,38 $, taxes incluses, pour le projet de réfection et de réaménagement du chalet de Parc Raymond-Préfontaine, conformément au document de l'appel d'offres public 2020-011-P, autoriser une dépense totale de 231 466,06 $, taxes incluses. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 20.08. Attribué à la firme Construction Viatech un contrat de 234 514,51 $, taxes incluses, pour les travaux de construction de dos d'âne allongés sur rue, en enrobé bitumineux par thermorapiessage sur différentes rues de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, conformément au document de l'appel d'offres public 2020-037-P, et autoriser une dépense totale de 257 965,97 $, taxes incluses. Je propose, appuyé par Mme Miron, 30.01. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien aux équipements culturels municipaux de la Ville de Montréal, volet projet d'achat de mobilier ou d'équipements spécialisés. Je propose, appuyé par Mme Boisvert-Roy, 30.02. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source et autoriser Mme Caroline Saint-Laurent, directrice de la Direction des travaux publics, à signer au nom de la Ville de Montréal. Je pense que c'est le premier acte officiel qu'on nomme Mme Saint-Laurent, donc très content de le faire ce soir. Je propose, appuyé par Mme Boisvert-Roy, 30.03. Affecter une somme totale de 40 000 $ du fonds réservé pour fin de parc de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de financer le résiduel du poste d'architecte paysagiste, chef d'équipe de la division des études techniques se terminant en 2020. Je propose, appuyé par Mme Miron, 30.04. Accepter l'offre de service de la Ville-Centre et mandater le service de la culture pour conclure une entente forfaitaire pour la gestion des redevances avec l'organisme Endantem
mandataire de la SOCAM et de Raison pour la période de 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour la facturation, la perception et la réception des droits de licence payables pour l'exécution en public des enregistrements sonores publiés dans le répertoire de Raison et des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN lors des activités ou d'événements dans l'arrondissement, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, et pour négocier tout renouvellement de celle-ci. Je propose, appuyé par Mme Miron, 30.05. Affecter une somme de 50 000 $ du surplus budgétaire de l'arrondissement afin de réaliser un projet d'aménagement cyclable sur la rue de Marseille entre les rues Viau et Anne-Hébert. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.01. Avis de motion est donné par M. Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement modifiant le règlement régissant la démolition d'immeubles afin d'y modifier notamment l'annexe A. Adoption du projet de règlement? Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Non. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.02. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à remplacer la catégorie d'usage E.11, espace élu public, par la catégorie d'usage E.12, espace naturel, dans la zone 0261, Parc Thomas Chappé, et dans la partie de la zone 0001 située au nord de la rue Bélanger, Parc du Boisé Jean Millot. Adoption du premier projet de règlement. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.03. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'introduire des dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur de Rouen. Je souhaite faire une déclaration, Madame la secrétaire. Donc, afin d'éviter toute afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts, je déclare en conformité avec le Code d'éthique et de conduite des élus de la Ville de Montréal mon intérêt personnel indirect dans ce dossier. Je vais donc me retirer des délibérations. Et je vais proposer le point 40. Merci. Et je vais appuyer. Éric Allan Caldwell. Merci beaucoup. Adopté. 40.04. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'ajouter des usages dans la catégorie C.32 et de remplacer la catégorie C.31A par la catégorie C.32A dans la zone 0533 située dans la partie de la rue des Ormeaux. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.05. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à interdire la division et la subdivision des logements ainsi qu'interdire le remplacement des maisons de chambre par un autre usage de la maison d'habitation pour l'ensemble du territoire. Je donne la parole à Mme Boivin-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, 4005, un dossier qui est à la fois complexe et évolutif, sur lequel je vais inscrire ma décidence. Monsieur le maire, je tiens toutefois à vous remercier pour nos échanges qu'on a eus sur le dossier et les nuances réglementaires de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve par rapport à d'autres arrondissements que vous avez bien expliqués en allocution introductive. Mais je souhaite inscrire ma dissidence pour deux raisons. Première des choses, évidemment, là, hormis les plaintes citoyennes que j'ai reçues dans l'ouvriel, il y a pour moi une raison, je dirais, sur le plan juridique, là, les différents cadres législatifs qui se confrontent ici. D'une part, on a d'un côté la loi sur la régie du logement,
dont on souhaiterait un meilleur encadrement dans un contexte de pénurie de logements. D'autre part, on a également la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la Charte de la Ville de Montréal qui, tous deux, nous offrent des dispositions qui nous permettent d'intervenir dans le cadre du maintien du parc locatif. Mais en contrepartie, on a de l'autre côté le droit des biens et plus particulièrement les articles du Code civil 947, 951 et 1959. Alors, l'exercice de ce dossier m'a permis de revenir un peu, je dirais, à mes études à l'époque en tant qu'avocate et aussi en tant qu'ancienne conseillère en habitation à la Ville de Montréal. Donc, ça m'a permis de revoir la jurisprudence et je ne suis pas encore convaincue de la légalité de notre règlement. Est-ce qu'on ne va pas aliéner un droit fondamental qui est prévu par une loi provinciale pour les propriétaires immobiliers? Donc, je suis encore en réflexion et en étude à ce niveau-là. Et en même temps, je ne suis pas encore convaincue que le règlement tel qu'il est libellé nous donne la flexibilité nécessaire et qu'on est en mesure de régler les problématiques difficiles que nous vivons, pas seulement dans l'arrondissement, mais dans la Ville de Montréal. Et ça s'inscrit aussi de manière davantage globale dans tout ce qu'on est en train de mettre de l'avant à la Ville de Montréal en matière d'habitation. Alors, si vous permettez, Monsieur le maire, je vais poursuivre ma réflexion et à ce stade-ci, je souhaiterais inscrire notre dissidence, mais évidemment, j'ai bien apprécié les discussions que nous avons eues. J'espère qu'on va continuer à pouvoir échanger sur le dossier et à faire avancer les choses. Merci. Merci, Madame Boivin-Roy. Donc, nous notons votre dissidence. Je considère que j'ai déjà eu la parole à quelques reprises pour parler de ce règlement-là. Donc, on ne s'engagera pas dans un débat. Je vais respectueusement noter votre dissidence et on va passer donc au prochain point à l'ordre du jour. Mais avant, je vais quand même le proposer et il sera appuyé par M. Caldwell avec une dissidence inscrite par Mme Boivin-Roy. On peut donc passer au point 40.08. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve concernant diverses dispositions réglementaires. Je propose, mon Dieu, on est tellement habitué des fois avec des titres longs, j'en ai perdu le fil. Donc, on est je propose d'appuyer cette fois-ci par Mme Boivin-Roy, sans dissidence. 40.07. Édicter une ordonnance établissant la mise en sens unique vers le nord de la rue Moreau entre les rues Hochelaga et de Rouen, ainsi que la mise à double sens de la rue Moreau entre les rues de Rouen et Ontario-Est. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.08. Modifier l'ordonnance édictée à la séance du Conseil d'arrondissement du 6 avril 2020, établissant le changement de signalisation à l'intérieur de la zone scolaire de l'école Saint-Clément, afin de préciser la période annuelle durant laquelle l'arrêt est interdit. Je propose d'appuyer par Mme Lavigne-Lalonde, 40.09. Modifier les zones de stationnement sur rue réservées aux résidents de la rue Marseille, dans le secteur S3R 61 et 62 et retirer des zones de stationnement sur rue réservées aux résidents de la rue de Marseille dans le secteur S3R 125. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.10. Modifier la plage horaire de la zone de stationnement sur rue réservée aux résidents S3R 107 sur la rue Adam, entre les avenues d'Orléans et Jeanne d'Arc, et sur la rue La Fontaine, entre les avenues d'Orléans et Jeanne d'Arc, pour que celle-ci soit de 9 à 23 heures. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.11. Modifier la plage horaire de la zone de stationnement sur rue réservée aux résidents S3R 149 sur la rue Baudouin, entre les rues de Tech et Sherbrooke-Est, pour que celle-ci soit de 9 à 23 heures. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.12. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0277, modifiant le projet particulier PP 27-0210 afin de permettre la construction de 2 bâtiments industriels projetés sur le côté sud de la rue Notre-Dame-Est, localisés sur le lot 5 886 616 entre les rues Guy Bourque et Clarence Gagnon.
Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.13. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0283 autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel sur un terrain vacant situé sur la rue des Ormeaux et portant le numéro de lot 1 710 600. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.14. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0285 permettant le développement d'un projet immobilier par phase sur le lot 6 37 556 à l'intersection de l'avenue Egg et de la rue Ontario-Est. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.15. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0287 afin d'autoriser l'usage bureau pour le bâtiment situé au 5781 rue Notre-Dame-Est. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.16. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0288 modifiant le projet particulier PP 27-0270 afin de permettre l'aménagement d'un bureau temporaire de vente et d'une roulotte de chantier à l'intérieur d'une partie du bâtiment situé au 9205 rue Notre-Dame-Est, ainsi que de déroger à certaines dispositions du règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du règlement sur le lotissement. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.17. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0289 afin de permettre le maintien de l'occupation à des fins d'activités communautaires du bâtiment situé au 2564-2566 avenue des Jardins, localisé entre l'avenue Pierre de Coubertin et la rue Hochelaga. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.18. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0291 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment situé au 1420-1436 avenue de la Salle entre les rues Sainte-Catherine Est et Adam. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.19. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0292 afin d'autoriser la construction d'un bâtiment au 4410 rue Hochelaga. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.20. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0293 afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment situé au 3800 rue Sherbrooke-Est. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.21. Accorder une dérogation mineure relative au dépassement autorisé pour des écrans acoustiques pour le bâtiment situé au 6200 avenue Pierre de Coubertin. Une consultation écrite sur cette dérogation mineure s'est tenue du 20 juillet au 3 août 2020. À l'expiration de la période prévue pour la consultation, aucun commentaire ni question n'ont été reçus. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.22. Modifier la dérogation mineure accordée par la résolution CA 20-27-0204 adoptée au Conseil d'arrondissement du 6 juillet 2020 afin d'autoriser la construction d'un bâtiment avec une largeur minimale de 5,3 mètres plutôt que de 5,5 mètres sur le lot projeté 6 372 851 sur l'avenue Bourbonnière, 2272-2276 avenue Bourbonnière. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.23. Approuver des travaux de construction pour l'immeuble projeté sur le lot 1 560 125 rue de Marseille. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 51.01. Nommer Mme Julie Boucher, conseillère en planification à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, à titre de membre observateur au conseil d'administration de la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve. Je propose appuyé par M. Caldwell, 60.01. Prendre acte du dépôt de rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 juin. 60.02.
Prendre acte du dépôt de rapport sur l'exercice de pouvoir délégué aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 juillet 2020. 60.03. Déposer l'avis de recevabilité relativement au projet de pétition déposé par des citoyens pour obtenir une consultation publique pour la mise en place d'une subvention pour aider les femmes à se procurer des produits hygiéniques réutilisables tels que les coupes menstruelles, les sous-vêtements de menstruation lavables et les serviettes hygiéniques lavables en vertu de droits d'initiative en matière de consultation publique. 60.04. Déposer le certificat des résultats du registre tenu du 3 au 17 août 2020 pour le projet particulier PP 27-0278 visant à permettre l'usage restaurant, débit de boissons alcooliques et épicerie pour le bâtiment situé au 2287-2291 avenue Le Tournon. Et maintenant, nous abordons maintenant le point 70.01, soit la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions? Non. Donc, je peux maintenant lever la séance au point 70.02. Merci à tous les 4 conseillers, Mme Tocheva. Merci à tous les membres de l'administration et surtout merci aux citoyens qui nous ont suivis et posé des questions ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien de cette fin d'été. Bonne soirée à tous. Merci.